nous allons écouter maintenant Madame Biernes. Alors, vous êtes psychomotricienne, vous occupez d'enfants sourds et polyhandicapés dans 2 structures médico-sociales des Yvelines. Vous êtes également enseignante et vous avez aussi un engagement citoyen. C'est important pour cette réunion d'aujourd'hui puisque vous êtes conseillère municipale d'Elancourt et vous l'avez dit, vous avez mis en place la délégation handicap de la commune que vous avez quittée il y a quelque temps. Durant votre mandat, vous avez mis en place plusieurs actions que j'ai trouvées particulièrement originales. Alors j'en cite 3 parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Un café-rencontre pour personnes sourdes et malentendantes, des cours de langue des signes, ce qui est quand même assez rare, et un label commerce handi accueillant. J'ai trouvé ça intéressant. Donc tout ça est assez rare pour être souligné, et donc peut-être que votre présentation va reprendre ces éléments-là. Alors oui, donc merci déjà de m'avoir conviée à participer à cet après-midi. Je vais essayer de vous parler du handicap et de l'accessibilité en sachant qu'en une demi-heure, je n'ai pour objectif que de vous mettre l'eau à la bouche et d'aiguiser votre curiosité pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur la connaissance du handicap. La loi de 2005, si elle a fait avancer au moins la réflexion et le début de mise en accessibilité, elle permet aussi, enfin elle n'a pas permis, je dirais dans un premier temps, de se poser la question du côté du handicap. Et en fait, ce qu'on a entendu dès le début au niveau des collectivités, c'était plutôt un surcoût, des coûts importants pour faire effectuer les diagnostics, des coûts importants pour mettre en accessibilité, avec pour certains une vue un petit peu, on va dire, paranoïaque de normes effectivement qui viennent et qu'on comprend pas vraiment. Je pense que le début, en fait, c'est de s'interroger pourquoi ces normes-là, qui y a-t-il en face, quelles sont les personnes handicapées et pourquoi a-t-on besoin de mettre en place ces normes. Alors moi je reprendrai au départ l'évolution de la définition de handicap parce qu'en fait on a ce qu'on appelle un bagage historique, une conscience collective de la notion de handicap et c'est important de bien comprendre d'où vient cette notion de handicap. Au départ, j'ai pris plusieurs grandes périodes de l'histoire. On a l'Antiquité. L'Antiquité, il faut savoir que les personnes handicapées, les enfants en tout cas, étaient mis à la bienveillance des dieux, c'est-à-dire qu'ils étaient exposés, abandonnés, où ils survivaient, où ils trépassaient. Au Moyen-Âge, on commence à avoir une conscience religieuse de la prise en charge du handicap, avec toujours cette idée de faute à expier. Quand on avait un enfant handicapé, c'est qu'on avait péché, et on payait par là où on avait péché. Les prêtres de l'époque prenaient en charge donc les enfants. On avait plutôt tendance à cacher les personnes handicapées, partant du principe qu'elles ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. On était plus dans une prise en charge caritative et non palliative. Ensuite, nous avons la période de l'industrialisation et des grandes guerres, où là, la société a commencé à se positionner comme devant réparer et devant permettre aux personnes ayant été blessées de pouvoir survivre. Donc, on a commencé à allouer des pensions pour les personnes handicapées. 1975, c'est un grand tournant dans notre société. On établit une première loi sur la personne handicapée et on la reconnaît comme telle. La reconnaître comme telle, ça veut dire qu'on commence à voir émerger l'idée qu'on lui doit soins et assistance. 2005, c'est un nouveau virage qui est extrêmement important. Ce virage-là pose la personne handicapée comme citoyen. Et elle ne la pose plus comme une personne ne pouvant pas faire, mais elle la définit comme un citoyen à part entière à qui l'on doit la compensation de son handicap, d'où cette idée de mise en accessibilité. Donc voilà, la loi de 2005 donne droit à la solidarité collective, garantissant l'accès aux droits fondamentaux de tout citoyen,
ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. C'est très important parce que ça replace la personne comme être humain. L'État, bien évidemment, étant garant de cette mise en place. Alors, le champ des handicaps, il est assez vaste. J'ai voulu le reprendre terme à terme, parce que quand on parle accessibilité, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est fauteuil roulant. Or, l'accessibilité, ça va bien au-delà du fauteuil roulant, et on a une somme de handicaps. La loi de 2005, dans l'esprit de concertation avec les associations, a permis de mettre à jour d'autres types de handicaps, de les valider comme handicap, ce qui permet maintenant aux personnes d'être prises en charge. Donc on a évidemment le fauteuil roulant que tout le monde connaît, qui correspond aux personnes à mobilité réduite. Le logo suivant est pour les personnes malvoyantes et aveugles. Suit le logo pour le handicap auditif. Celui du bas, c'est le handicap mental. Certainement un handicap qu'on n'a pas beaucoup pris en compte, en tout cas dans nos sociétés, qu'on commence à voir apparaître pas mal sur les musées en ce moment, où on permet de simplifier l'abord à la culture aux personnes handicapées mentales. Ensuite, vous avez un logo qui n'est pas encore officiel, puisque les associations commencent à travailler dessus, mais en tout cas, c'est celui qui ressort le plus en plus. Ce sont les personnes atteintes de handicap psychique. On reviendra dessus tout à l'heure. Et ensuite, vous avez le dernier logo qui est aussi tout nouveau, qui correspond aux maladies invalidantes. Mais on reviendra tout ça au fur et à mesure de la présentation. Les champs de la loi. Les champs de la loi, donc, on a parlé de la citoyenneté. La citoyenneté, déjà, c'est travailler sur la prévention et l'accès aux soins, c'est-à-dire permettre à toute personne en situation de handicap de pouvoir bénéficier d'un accès aux soins adaptés à son handicap. Ensuite, on sait que chez les personnes handicapées, il y a à peu près 80% de taux de chômage. Parce que la ville n'est pas accessible, que les écoles ne sont pas accessibles. Résultat, il faut pour l'instant travailler sur la compensation et allouer une certaine somme par mois, somme toute très dérisoire. Ensuite, je parlerai de l'accessibilité de la voirie, des transports et du cadre bâti, parce que c'est bien joli de vouloir ouvrir le travail, l'accès à la formation, à l'emploi, mais si on est coincé chez soi parce qu'on ne peut pas déambuler dans la ville et qu'on ne peut pas aller là où on le souhaite, eh ben on ne peut pas le faire. D'où, je dirais, l'urgence de travailler sur la voirie, les transports et le cadre bâti, en sachant pour moi que c'est ce qui est primordial bien avant le bâti. Ensuite, l'accès à l'école, la formation et l'emploi. Très peu de personnes handicapées ont eu accès à l'emploi. Très peu peuvent aller dans les écoles. À l'heure actuelle, vous avez un droit opposable pour les parents sur tout ce qui est intégration scolaire. Mais il faut savoir que très peu d'étudiants peuvent suivre un cursus classique et pousser dans les études. L'accès à l'information, parce que je pense que confiné chez soi, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe à l'extérieur et que cette information, elle est nécessaire pour avoir au moins l'envie de sortir. Et ce qui découlera derrière, c'est effectivement la possibilité d'une participation à la citoyenneté. Si la ville n'est pas accessible, le citoyen handicapé ne peut pas y trouver sa place. Les chiffres du handicap, c'est important parce que ça permet de se faire une idée. Alors dans le monde, on a 850 millions de personnes handicapées. C'est un nombre conséquent qu'il faut vraiment prendre en compte. En Europe, c'est 80 à 120 millions de personnes. En France, c'est 12 millions. Alors j'ai mis personnes limitées ou handicapées parce que les chiffres du handicap sont quand même très compliqués à obtenir. Ça oscille entre 6 millions et 12 millions en fonction de ce qu'on prend en compte ou pas. La loi de 2005 a permis de faire émerger des pathologies, enfin, de faire émerger la prise en compte de certaines pathologies. Donc pour l'instant, ces personnes-là sont pas très bien référencées comme personnes handicapées.
En 2012, c'est 10% de la population qui a plus de 75 ans. Alors même si la vieillesse n'est pas un handicap, il va falloir prendre en compte la vieillesse, puisque la vieillesse va être limitante au niveau des aspects fonctionnels. À 80 ans, 9 personnes sur 10 sont à domicile. Quand on sait la problématique de la prise en charge du vieillissement et de ce que ça peut coûter sur le plan de la politique, sur le plan de la santé, il est bien important que si on est plutôt dans une dynamique de maintien à domicile, eh bien, il va falloir rendre les villes accessibles pour que la personne puisse aller chercher son pain, aller chez le médecin et pouvoir évoluer dans la ville sans être obligé d'aller dans une maison de retraite. Qu'est-ce qu'une personne handicapée ? Alors, une personne handicapée, c'est un être humain. Là, je vous donnerai un petit exemple pratique d'un petit garçon de 5 ans qui a une grande sœur qui est polyhandicapée et qui, déambulant dans les rues, s'interroge parce que les gens regardent beaucoup sa petite sœur qui est très atteinte, qui a 14 ans, qui est dans une poussette et demande à sa maman, dit pourquoi il la regarde ? Elle est polyhandicapée, mais à part ça, elle est normale. Il faut vraiment prendre en compte la personne et pas voir ce qu'il ne peut pas faire. C'est une personne différente, mais on est tous différents. On ne peut pas savoir ce qu'on fera de notre vie, on ne peut pas savoir ce qui se passera dans les 10 prochaines années pour nous, mais pour une personne en situation de handicap, c'est exactement la même chose. Et je dirais que le handicap, c'est la somme des confrontations entre les caractéristiques de sa déficience et de son environnement. Parce que si vous levez ces obstacles, vous avez une personne qui est apte à faire face et qui devient comme vous, qui n'est plus entravée. Cette notion-là, elle est très importante parce que la loi de 2005 replace la personne handicapée au niveau de ses compétences et plus au niveau de ce qu'elle ne peut pas faire. Monsieur le maire parlait tout à l'heure de la mise en accessibilité des bâtiments et quand on ne pouvait pas le faire, d'avoir effectivement une personne qui pouvait pallier à ça. Moi, je crois qu'effectivement, le savoir-être, c'est le premier vecteur d'accessibilité. On a des représentations sociétales du handicap qui fait que, voilà, on part plutôt du côté de ils ne savent pas faire, ils ne peuvent pas faire, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Maintenant, avec cette loi, on va pouvoir commencer à imaginer et penser la personne différemment, comme ayant un plus à nous apporter. Le handicap social, c'est, je crois, ce qui guette toute société qui ne permet pas justement cette intégration-là. Un cadre bâti accessible, c'est très beau, mais si le personnel qui travaille n'a pas conscience et ne sait pas pourquoi il est accessible et comment il est accessible, il ne sert à rien. Parce que vous aurez effectivement la possibilité d'avoir, là je parle d'un exemple sur la future salle de cinéma d'Elancourt, vous avez des sièges escamotables qui permettent à une maman en fauteuil de venir avec son enfant, parce que la plupart des salles de spectacle, quand vous arrivez avec votre fauteuil, vous vous mettez devant sur les places qui vous sont dédiées. Quand vous êtes une maman en fauteuil et que vous avez vos 2 bambins pour aller voir un dessin animé, vous pouvez pas être devant et vos bambins derrière. Ces sièges sont donc escamotables, ce qui va permettre à la maman de s'ancrer entre 2 sièges et d'avoir de chaque côté ses enfants. Si le personnel n'est pas formé à ça, c'est impossible. Ça ne sert à rien parce que cette maman va venir une fois, va venir 2 fois. S'il faut un quart d'heure et qu'elle rate le début de la séance pour installer son fauteuil, moi j'appelle pas ça de l'accessibilité. C'était de la bonne intention au départ, mais c'était une méconnaissance totale de la problématique de ces personnes. Alors, se rendre accessible. Se rendre accessible, ça fait appel à l'empathie, c'est-à-dire à la possibilité de se mettre à la place de l'autre. Pour se mettre à la place de l'autre, il faut le connaître un petit peu parce que ça s'invente pas. J'avoue que j'ai une grande expérience du handicap avec les enfants, avec les ados, avec certains adultes. Mais quand j'ai pris mes fonctions à la mairie d'Elancourt, la première chose que j'ai faite, c'est de convier
les usagers que nous connaissions sur la commune pour qu'ils viennent me parler de leur expérience, de leur vécu et des difficultés qu'ils avaient. Si on ne va pas leur demander, on ne peut pas l'imaginer. Donc la première chose, c'est proposer sans disposer. Je crois que c'est la pire des choses qui soit, et on s'est, je pense, des fois retrouvé dans cette situation-là. Quand quelqu'un fait à votre place, il n'y a rien de pire, parce que vous vous sentez dépossédé de ce que vous êtes. Alors on a tous fait, je pense, l'expérience d'une jambe dans le plâtre ou d'un bras dans le plâtre. On peut peut-être se débrouiller pour couper son steak haché, mais le conjoint va le faire parce que ça va plus vite, parce qu'il vous sent pas très bien là. Et en fait, à un moment donné, vous dites stop, ça suffit, arrêtez, je peux le faire ça. Pour une personne en situation de handicap, c'est constamment. On va faire à la place pour aller plus vite, on va faire à la place parce qu'on sait mieux faire, et on dépossède la personne de ce qu'elle est, de son potentiel. Donc c'est proposer sans disposer, c'est voilà, accepter que l'autre vous dise non, j'ai pas envie, ça je peux le faire. À mon rythme. Se mettre au rythme de l'autre, c'est certainement ce qui est le plus difficile pour nous, mais c'est accepter que l'autre le fasse. Demander à la personne ses besoins, parce que le handicap, ça veut pas dire débile. Ça veut pas dire je ne peux pas parler, je ne peux pas m'exprimer. Une personne en situation de handicap est tout à fait capable, même une personne trisomique, de vous exposer ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire et ce qu'elle attend de vous pour se sentir bien. Accepter que la personne refuse votre aide, oui, parce que on n'a pas toujours envie d'être aidé dans ces cas-là. S'adresser à la personne et non à son aidant. Alors ça, c'est ce qui arrive souvent. Les personnes en fauteuil ont parfois des assistants de vie et on se rend compte au quotidien qu'on s'adresse plutôt à l'assistant de vie qui n'est là que pour gérer, on va dire, une problématique motrice, mais pas une problématique intellectuelle. Et donc, vous pouvez tout à fait vous adresser à la personne qui est devant vous, elle vous répondra. Être souriant, parce que quand on est souriant, on est accueillant, et quand on est accueillant, on est rassurant. Et ça permet à la personne justement de pouvoir vous dire ce qu'elle attend de vous, et puis de vous expliquer un petit peu sa situation. Alors, utiliser les phrases simples. Alors ça, c'est valable, je crois, pour n'importe quelle personne. Utiliser des phrases simples, des mots simples, c'est-à-dire se rendre accessible et rendre son discours accessible. C'est valable pour les enfants, c'est valable pour les personnes non francophones qui pratiquent pas très bien la langue française. Ça va faciliter une personne lente atteinte d'une maladie psychique de comprendre le message, à une personne handicapée mentale de le comprendre aussi. Et ça va vous simplifier la vie sur pas mal de situations. On parlait de l'universalité de l'accessibilité. J'ai repris ici les modèles des personnes à mobilité réduite, ce qu'on appelle PMR. Et vous allez voir qu'en fait, le fauteuil roulant, c'est une toute petite partie de ce que sont les personnes à mobilité réduite. Vous avez les personnes avec des enfants, les enfants ayant un regard bas et pas forcément un regard qui balaie. Sont des personnes à mobilité réduite. Les parents avec des poussettes. Je pense que certains ont déjà fait l'expérience d'entrer dans un local avec une porte. Et bien souvent, on tient la poussette, on pousse avec la fesse, on se retourne, la poussette elle coince, ça énerve. Pour peu qu'il y ait un sac, on est dans encore plus embêté. Une ouverture automatique de porte. Toutes les mamans, tous les papas en profiteront. Les personnes âgées, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est une population qui augmente en France et il faut absolument tenir compte de cette limitation de déplacement. Vous avez les personnes entravées, une jambe dans le plâtre, une entorse, des béquilles, c'est catastrophique. Vous allez dans une école, vous demandez comment une instite gère un enfant avec une jambe dans le plâtre, elle va vous dire que c'est catastrophique, il peut pas monter les escaliers, il peut pas porter son plateau à la cantine, et le cartable, je vous en parle pas. Les écoles ne sont pas faites pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Vous avez les femmes enceintes, on se déplace un peu plus lentement, on prend un peu plus de place. Les personnes vieillissantes avec déambulateurs et tout ce qui est service de livraison.
Les rampes d'accès, par exemple, sur les médiathèques, c'est du pain béni quand on fait des livraisons de tracts, des livraisons de matériel. Alors là, je vais reprendre un petit peu chaque thème de handicap. C'est là où je dis que je vais éveiller votre curiosité parce que je peux pas vous parler du handicap de manière très spécifique et très pointue. Ça serait si vous avez le temps, mais à minuit on y est encore. Hein. C'est mon dada. Donc quand je commence, je ne m'arrête plus. Alors, au niveau du handicap moteur, ça s'appelle aussi une déficience motrice. C'est un trouble de la motricité par lequel une personne perd tout ou une partie de ses mouvements. Les causes, elles sont particulières. Ça peut être acquis, ça peut être à la naissance, génétique, ça peut être une malformation congénitale de naissance, un traumatisme, un accident. Une chose à garder en tête, ça c'est valable pour tous les types de handicap, ça n'est pas la même chose quand une personne naît avec un handicap et quand une personne se voit atteinte d'un handicap dans sa vie future. La personne qui naît avec un handicap n'a rien connu d'avant. Elle n'est pas dans un traumatisme et dans une idée de quelque chose qui lui manque. Elle est née comme ça et elle s'est faite au monde et à l'environnement avec d'autres capacités. Une personne qui se retrouve en fauteuil suite à un accident peut vivre plus difficilement sa situation de handicap parce qu'elle a vécu un avant et qu'il y a un après. Le nombre de personnes atteintes en France est d'environ 2 millions, ce qui est quand même énorme. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que sur les 12 millions d'handicapés en France, c'est la plus grande minorité en France. Sauf que comme c'est des handicaps séquencés, que les associations sont diverses, elles n'ont pas le poids si elles étaient communes. Alors, au niveau du handicap moteur, vous avez une altération des fonctions motrices. Donc la personne, en fait, peut avoir des difficultés de marche, elle peut avoir des troubles de l'élocution. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'interviens toujours en appuyant un petit peu. Un trouble de l'élocution, ça ne veut pas dire une déficience mentale. On peut parler comme ça parce qu'on a du mal simplement à faire fonctionner les muscles de sa bouche. Or, dans nos sociétés qui sont quand même on fait attention à notre corps, à comment on présente, la façon dont on s'exprime, un trouble de l'élocution, d'emblée, on met la personne, on va parler à son aidant, alors que si on fait simplement l'effort d'écouter ce qu'elle est en train de dire, on va se rendre compte que la syntaxe est parfaite, que le vocabulaire peut être extrêmement riche et qu'on a une personne tout à fait intelligente en face de nous. Le geste peut être de contrôle très difficile. Ça veut dire que ça peut être des personnes qui tremblent, qui vous interpellent un petit peu parce que justement elles ont une motricité un petit peu, on va dire un petit peu folle, alors que c'est juste un manque de contrôle. Donc voilà, ça n'altère en rien l'intelligence. Je préciserai aussi que les fauteuils roulants ne sont pas les jambes de l'usager. Sont les jambes, pardon, de l'usager. C'est extrêmement délicat. On le voit fréquemment, c'est qu'au fur et à mesure de la conversation avec la personne, on se rapproche parce que on n'est pas à la même hauteur au niveau des yeux. Donc déjà, ça met une petite différence sur la position qu'on occupe dans l'échange. Et puis, on va finir par se mettre comme ça pour parler avec la personne parce que c'est bien plus facile pour nous. On a une position de repos. Sauf que là, c'est comme si avec une personne classique, vous étiez en train de vous asseoir sur ses jambes. C'est extrêmement désagréable. Alors, vous avez des comiques, parce que les personnes handicapées, c'est des personnes comme vous. Donc, il y a ceux qui ont de l'humour, ceux qui vont vous le dire gentiment. Et puis, vous avez, nous, on en a un à Elancourt, il est très fort, en principe. Dès qu'il voit la personne, il donne un coup de roue. Et c'est vous qui manquez de tomber. Chacun va pouvoir exprimer avec ce qu'il peut la façon dont vous allez intervenir dans sa sphère, dans sa bulle. Une personne en fauteuil, si elle est là, si elle est avec vous dans un endroit défini, c'est qu'elle a pu se déplacer, elle a pu venir jusqu'ici, donc elle sait maîtriser. Il n'y a pas besoin de prendre son fauteuil et de l'emmener. Si elle veut y aller, elle peut y aller. Je rappelle une petite chose, la loi de 2005, elle est faite pour les personnes handicapées autonomes.
Elle n'est pas faite pour les personnes handicapées qui ont nécessité d'un tiers pour vivre. C'est très important parce qu'on peut avoir des revendications sur certaines accessibilités, on va dire, mais on n'est plus dans le champ de la loi. Donc je crois qu'il faut que nous formions à ce que c'est que le handicap, mais les personnes handicapées ont aussi le devoir de se former à la loi de 2005 et de savoir ce qu'elles peuvent demander, ce qu'elles peuvent attendre, ce qu'il est possible et pas possible de faire. Si vous devez pousser le fauteuil parce que la rampe elle est trop dure ou la personne vous le demande, évitez les mouvements brusques, annoncez les manœuvres. Je crois que la meilleure approche, c'est de se mettre dans un fauteuil et puis de demander à quelqu'un de le pousser, vous de faire des essais, et vous verrez que c'est un métier. Oui, je suis d'accord. Le handicap visuel. Un déficient visuel, c'est une personne dont l'acuité visuelle est faible, on va dire qu'elle est malvoyante, ou elle est nulle, c'est une personne aveugle. Le nombre de malvoyants, c'est 1,2 million. Le nombre d'aveugles, c'est 65 000. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même très très peu de personnes aveugles totales. Donc, tout ce qui est cheminement et déplacement, c'est extrêmement important, sur tout ce qui est contraste, sur tout ce qui est luminosité, parce que ça permet à presque 2 millions de personnes de se déplacer correctement. Alors, si j'ai juste une petite réflexion à faire sur la salle, là, je n'ai vu aucun cheminement qui permet, en tout cas, à une personne qui viendrait, par exemple, en bus, à la sortie du bus ou à l'arrivée, qui lui permettrait d'arriver jusqu'à la salle. Alors, c'est juste une petite critique. J'ai tourné pour trouver la salle, parce qu'il n'y avait pas non plus de signalétique. Voilà, je peux lire, j'ai pas de signalétique, je peux pas venir. Je ne peux pas voir, j'ai pas cette signalétique de déambulation, je peux pas rentrer. J'ai comme ça un exemple sur Elancourt où Bernadette Pilois, donc qui fait partie de la commission d'accessibilité départementale, me dit oui, à chaque fois que je me pointe devant la mairie, tu comprends, il n'y a pas les horaires, c'est pas écrit. Mais je lui dis mais attends Bernadette, il y a un interphone, c'est enregistré, on te donne. Elle me dit ah ouais, elle est où? Je lui dis c'est quand tu rentres sur la gauche. Elle me dit est-ce qu'il faut que je passe sur tout le mur pour le trouver? Voilà, c'est-à-dire qu'on va mettre en place ce que nous on pense être pertinent, c'est-à-dire une personne qui ne voit pas, elle entend, donc on va lui mettre un message vocal, sauf qu'il faut qu'elle trouve où est le message vocal. Donc c'est important de travailler de concert pour trouver des normes dans les normes qui permettent à tout le monde de s'y retrouver. Alors la personne aveugle, elle ne vous voit pas, elle sent votre présence, elle vous entend. C'est pareil, il faut s'annoncer parce qu'elle peut pas vous percevoir forcément dans un environnement proche. Dans une file d'attente, si vous lui indiquez pas d'avancer, elle va rester où elle est parce que elle sait pas que c'est à son tour. Annoncer son départ, parce qu'alors ça, il y a rien de pire, hein. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu en panique, parce que c'est pas toujours facile de rentrer en communication avec une personne différente. Et puis, comme vous êtes en panique, vous allez chercher de l'aide, vous partez, et la personne aveugle continue à vous parler, parce qu'elle est persuadée que vous êtes resté à côté. Donc, toujours annoncer son départ. On peut utiliser les mots voir, aveugle, c'est cité, vous avez vu, c'est une jolie couleur. Les personnes aveugles n'en prennent absolument pas ombrage. C'est dans leur vocabulaire et elles-mêmes vous le disent. Si la personne possède des restes visuels, c'est important pour elle d'approcher les choses très très près, donc pas vous affoler quand vous avez une personne qui va prendre on va dire une brochure ou un papier que vous allez lui remettre. Elle va vraiment l'approcher très très près de ses yeux. D'où l'importance aussi quand on fait de l'information, quand on donne des brochures par exemple pour un spectacle, c'est important d'avoir quand même des caractères que tout le monde peut lire, surtout qu'on est tous dans ce cas-là, hein, à partir de 40 ans, hein, ça commence à être dur de près, donc c'est important d'avoir des bons contrastes. Le chien guide, jamais le toucher. C'est pas un chien comme les autres, c'est un chien qui est au boulot, c'est les yeux de la personne.
Donc c'est un chien qui va donner les informations à la personne et qui va la protéger contre les dangers de l'environnement. Donc si la personne aveugle ne vous autorise pas à toucher son chien, parce que là, elle est assise, qu'elle est au repos et que vous pouvez aller discuter un petit peu avec son chien, surtout de pas le toucher, parce que vous le distrayez. Un chien, ça reste un chien, hein, il a envie de jouer, donc il va remuer la queue et il est plus au boulot pour la personne pour laquelle il est censé donner des informations. Le handicap auditif, vous avez tout le panel de possibilités, ça va de la malentendance à la cophose, des personnes qui n'entendent rien. On peut être de naissance ou ça peut être acquis. Toujours pareil, c'est délicat. Quand c'est acquis, c'est plus facile. Quand c'est de naissance, c'est un handicap qui vous handicape, vous entendant. C'est pas un handicap qui handicape l'autre. Ça handicape la relation. En fait, c'est vous retrouver dans une conversation à l'étranger sans maîtriser un mot de cette langue étrangère. Donc la personne, elle va faire tout ce qu'elle peut pour vous passer son message. Vous allez avoir du mal à faire passer le vôtre. Parce que là, on n'est pas dans une société où on peut utiliser le corps, les mains pour parler. C'est vraiment la personne entendante qui est handicapée. Sourd-muet, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ou alors, très rare, ça sera une personne qui n'a pas de corde vocale et qui est sourde. J'en ai pas vu de toute ma carrière. À l'heure actuelle, avec le travail orthophonique, chaque personne sourde est ce qu'on appelle démutisée, c'est-à-dire qu'elle peut émettre, elle peut parler. Elle fait le choix après d'utiliser sa voix ou pas, parce que c'est une voix qui est assez nasonnante et qui est très très particulière. Donc elle peut préférer utiliser la langue des signes, mais c'est pas une condition sine qua non. Donc il n'y a pas de sourd-muet. Tous les sourds ne pratiquent pas la langue des signes, hein, parce que je vois souvent des interprètes qui viennent. C'est 20% des sourds qui utilisent la langue des signes. Ça fait partie de notre histoire. Jusqu'en 1974, en France, dans les institutions, on attachait les mains des sourds dans le dos et on les obligeait à oraliser. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les personnes qui ont une soixantaine d'années n'ont pas appris la langue des signes et se débrouillent bon an, mal an, en parlant un peu, en écrivant un peu. Il y a plus la génération de sourds qui arrive là, elle pratiquera la langue des signes. On estime à 5 millions le nombre de personnes sourdes en France. Et là, pareil, avec le vieillissement de la population, eh bien, on va être de plus en plus à être sourd. Le handicap mental, c'est une déficience intellectuelle. Le handicap mental se traduit par des difficultés plus ou moins importantes de la réflexion, de la conceptualisation, de la communication et des décisions. On a à peu près 700 000 personnes qui sont atteintes en France. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont accès à la lecture, à l'écriture, mais on va dire sur des niveaux de déchiffrage et de compréhension. Là aussi, on a la prise en charge des enfants trisomiques a considérablement évolué et on commence à trouver des ados au collège, mais c'est encore, je dirais, assez léger. Personne handicapée mentale, globalement, je dirais, c'est parler à un adulte avec un ton conversationnel d'adulte à adulte, mais comme on pourrait parler à un enfant. Être rassurant, avoir suffisamment d'empathie, vérifier que la personne a compris, pas manifester d'impatience parce que ils ont un fonctionnement un peu plus lent. Donc, s'ils sont là face à vous, c'est qu'ils ont été capables de venir jusqu'à vous. Donc, ils savent se débrouiller sur la chaîne du déplacement, prendre un autobus, venir jusqu'à vous, mais le rythme est un peu plus lent. On est toujours inquiet quand on a une personne trisomique qui vient faire un bisou, qui vous colle pour faire un câlin. C'est effectivement des comportements qui sont typiques de la déficience mentale, mais qui correspondent à un manque de perception des codes sociaux.
vous les mettez à distance, vous leur expliquez que là non, ça ne se fait pas, que vous n'êtes pas les membres de la famille, et ça passe très très bien. Voilà, l'accès à l'écrit est limité, donc pour tout ce qui est information, c'est plus compliqué. Le handicap psychique, alors on commence tout doucement à en parler en France. Si au niveau du handicap mental, on berce plutôt du côté de l'atteinte génétique, la maladie psychique, c'est les troubles de la personnalité et du comportement. Ça peut nous arriver à tous. C'est ce qu'on appelle les décompensations, c'est ce qu'on appelle des dépressions avec hospitalisation. On n'est absolument pas à l'abri d'être un jour atteint d'une maladie psychique. Les fonctions intellectuelles ne sont pas altérées, donc la personne peut continuer par exemple à occuper l'emploi qu'elle avait auparavant, mais il va falloir aménager son poste. Alors ça ne veut pas dire mettre un bureau où elle pourra passer le fauteuil. Là pour le coup ça va être aménager ses horaires, éviter le stress et lui permettre de continuer à fonctionner. Voilà, cette maladie affecte les capacités relationnelles. Vous allez avoir des gens qui sont un petit peu ou bien tout mou, bien un petit peu excités. Ils vont se déplacer beaucoup. On se dit mais pourquoi ils se déplacent? C'est souvent les prises de médicaments qui créent des engourdissements des jambes. Donc ils ont besoin de bouger tout le temps pour éviter ces effets secondaires de la médication. Médication qui leur permet d'être là avec vous. Voilà, donc là je reprends un peu la même chose. Hein. Soyez calme, laissez la personne s'exprimer. Sur le plan des maladies invalidantes, elles sont reconnues comme pouvant entraîner un handicap parce que ça va entraîner des limitations, des hospitalisations à répétition. C'est la sclérose en plaques, c'est un cancer, c'est une myopathie acquise. C'était absolument pas reconnu comme handicap, donc les personnes avaient un gros souci de prise en charge sur les soins et sur tout ce qui était appareillage. Elles sont d'expressions diverses et elles vont reprendre là tout le champ de ce que je vous ai dit, avant. Voilà, je terminerai par une citation d'un architecte. Si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Si plusieurs personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. Donc je vous invite à rêver avec moi l'accessibilité et ce sera peut-être une réalité demain. Merci.